pour se protéger soi-même, pour protéger les autres, pour protéger les patients, pour arrêter plus vite l'épidémie et donc freiner ainsi l'émergence des mutations, puisqu'il faut comprendre que plus le virus circule, plus il a de probabilité de muter et plus il a de possibilité de nous échapper. Donc, la façon la plus incisive avec laquelle on arrêtera cette transmission aura un impact également sur l'émergence des mutants. Il ne faut pas attendre, absolument, c'est le moment de le faire et les indices dont on va parler dans quelques minutes d'Israël, d'Écosse, etc. et même de Belgique nous montrent que ça marche, mais il ne faut pas relâcher la pression. C'est difficile à dire, évidemment on a toujours vu dans les deux premières vagues un certain décalage évidemment entre les admissions à l'hôpital et la mortalité. Donc il se peut que ce soit simplement ce simple décalage, mais néanmoins certains indices suggèrent que ça pourrait déjà être un impact sur le vaccin, puisque notamment les hospitalisations à partir des maisons de repos ont bien diminué. Elles représentaient 20% des admissions en décembre, elles ne représentent plus que 5% actuellement. Et si on prend la mortalité pour les personnes de plus de 80 ans, elle a chuté de 50%, et c'est aussi ces personnes-là qui ont été vaccinés de la façon la plus importante. Donc peut-être que cette chute de mortalité commence à refléter l'effet du vaccin en plus d'une latence qu'on a connue dans les deux premières vagues. Il vaut mieux parler mutation que parler de variant, parce que pour le moment ces mutations apparaissent de façon parfois indépendante de la lignée des variants sud-africains, etc. Donc on a eu une première mutation qui est apparue en juillet de l'année dernière et qui a probablement contribué à cette deuxième vague, une mutation baptisée Doug. Les deux mutations dont on parle beaucoup pour le moment, c'est la mutation anglaise baptisée Nelly pour N501Y, qui en effet est associée à une beaucoup plus grande transmission. Donc manifestement, ça explique la raison pour laquelle, pour le moment, une proportion très importante des cas en Belgique sont liés à cette mutation. Mais il n'y a aucune donnée qui suggère qu'elle touche préférentiellement certaines populations. C'est clair que c'est au sein des populations qui se contaminent le plus, donc actuellement les jeunes, qu'on va la retrouver le plus fréquemment, mais ça ne veut pas dire qu'elle a une sorte de tropisme particulier pour les jeunes. Quant à la troisième à laquelle je viens de faire allusion, donc la E484K, baptisée EEK pour effrayante, qu'on a retrouvé dans le variant sud-africain, mais qu'on trouve également dans certains variants anglais. Elle, c'est plutôt une mutation qui a pour propriété d'échapper aux anticorps développés contre les variants qui n'avaient pas la mutation en question. Donc elle pourrait poser problème non pas en termes de transmission, non pas en termes de morbidité, mais en tant que moindre réponse, que ce soit à l'immunité bâtie sur une première infection ou sur une vaccination. Tout ça vient du fait que Pfizer a réanalysé les données de protection après la première dose. Au départ, on avait parlé d'une protection de l'ordre de 50% après la première dose. Mais si on retire des cas de contamination, ceux qui ont été contaminés quelques jours après la première injection, et évidemment la première injection ne pouvait pas les protéger, on atteint des valeurs tout à fait satisfaisantes de l'ordre de 90%. Donc c'est sur cette base-là que les autorités ont suggéré de retarder pour avoir plus de doses, vacciner plus de personnes. Donc ça peut probablement être fait notamment au cas par cas en cas de force majeure. Je pense qu'il ne faut pas trop tarder parce que malgré tout, la durabilité de la réponse, elle est conditionnée par ces deux doses. Les études de phase 1 et de phase 2 l'ont bien montré. Et je crois qu'il serait très dangereux d'avoir une réponse qui disparaît trop rapidement après une seule dose, qui elle aussi pourrait favoriser l'émergence de mutants. Comprenez, si une personne se contamine avec des taux d'anticorps qui ne sont pas suffisants, on va favoriser chez cette personne l'émergence de mutants. Donc je crois qu'il faut le faire de façon extrêmement concertée. Probablement qu'une semaine ou 2 semaines, c'est quelque chose qui peut être toléré, mais probablement pas plus, en tout cas sans études cliniques le démontrant. Pfizer a soumis un dossier à la FDA démontrant la stabilité de son vaccin pendant au moins 2 semaines quand il était conservé dans des congélateurs tels qu'on en a dans tous les hôpitaux, on ne parle plus ici des moins 80, etc. Et sur cette base, la FDA a autorisé que pour une période de 2 semaines, entre la sortie d'usine et la vaccination, cette conservation se fasse dans tel congélateur qu'on trouve partout, ce qui simplifiera évidemment beaucoup l'administration de ces vaccins.
elles le sont indiscutablement. Donc ça, c'est les études pivots qui ont été publiées dans New England, dont on a déjà parlé, montrent que les effets secondaires immédiats de type réactogénicité, fièvre, etc. sont plus fréquents, par des mécanismes qui ne sont pas encore très clairs. Donc on ne sait pas si c'est déjà la réponse immunitaire spécifique au Covid qui est responsable de ces effets secondaires ou si c'est simplement des manifestations inflammatoires qui ont été initiées en quelque sorte par la première dose et qui continuent à être présentes après la deuxième dose. Ça peut paraître un petit peu superflu de discuter cela, mais j'ai des personnes qui me disent « je n'ai eu strictement aucun effet secondaire, est-ce que ça veut dire que je vais être moins bien protégé ?» Et donc ce n'est absolument pas le cas. Donc il n'y a pas de parallélisme bien net entre la qualité de la réponse immunitaire qui est générée et le côté inflammatoire immédiat que le vaccin a suscité. On a, à ma connaissance de mémoire, sur les 500 000 vaccinés qui ont été couverts, je dirais, par les rapports de pharmacovigilance, on a plus ou moins 800 adverse events qui ont été déclarés, dont une centaine considérés comme sérieux, mais sans lien de causalité avec le vaccin. Donc ça reste quelque chose de très très positif et très sûr. Les données du Royaume-Uni, en particulier d'Écosse, portant sur plus ou moins 1,5 million de personnes qui ont reçu l'AstraZeneca, montraient 4 semaines après la première injection une protection de l'ordre de 90%, même plus importante que celle qu'on avait avec le Pfizer. Et dans ce 1,5 million de personnes vaccinées, il y avait une proportion très importante de personnes âgées de plus de 80 ans. Donc on n'a pas de raison de douter de cette affaire. Absolument. Donc en vie réelle, ce qui est important, ces données montrent que ce vaccin est aussi efficace. Je pense que comme on a discuté depuis la première intervention ici, l'AstraZeneca a pâti d'une étude clinique qui a eu pas mal de problèmes, mais d'ordre technique, méthodologique. La faute n'a pas de chance. Et évidemment, ça a terni l'image de ce vaccin. Il y a une deuxième donnée qui, malgré tout, met à certains bémols à une rassurance globale, je dirais, c'est qu'en Afrique du Sud, là où le variant avec la fameuse mutation E484K circule, le vaccin d'AstraZeneca semble avoir eu peu d'efficacité, mais là encore, ça doit être contrôlé. En tout cas, en Angleterre, où cette mutation reste très peu prévalente, comme chez nous, on a des données d'efficacité qui sont excellentes. Le dossier est soumis à l'EMA et l'EMA est tenu de donner sa réponse pour la mi-mars et il y a fort à parier évidemment qu'elle soit positive. C'est un vaccin en partie belge, de Janssen évidemment, qui fait partie de Johnson & Johnson. C'est un vaccin basé sur une technologie tout à fait semblable à celle du vaccin d'AstraZeneca ou du Sputnik russe, avec une étude appelée Ensemble qui a montré une très bonne efficacité sur les formes sévères de l'ordre de 85%. Une étude qui a été menée tant aux États-Unis qu'en Amérique latine et qu'en Afrique du Sud, où à l'époque circulait déjà le fameux variant sud-africain avec la fameuse mutation dont on a parlé, et où l'efficacité, toutes formes confondues, était certes moindre qu'aux États-Unis, 56% versus 72%, mais certainement pas négligeable. Et là, on parle de toutes les formes confondues, avec probablement une efficacité encore plus marquée sur cette mutation en particulier. Et je voudrais d'ailleurs faire une petite parenthèse, il y a des données très rassurantes qui viennent de Belgique concernant ce entre guillemets variant sud-africain, puisque dans une maison de repos près de Courtrai, il y a eu, alors que tout le monde était vacciné, 96% des résidents étaient vaccinés, il y a eu 14 cas de Covid liés au variant sud-africain avec la fameuse mutation en question et aucune de ces personnes n'a présenté de maladie sévère. Ils ont tous pu rester dans leur maison de repos avec une évolution favorable. C'est trop tôt pour le dire. Johnson & Johnson est en train de faire des études avec 2 doses, donc probablement qu'en termes de durabilité de la réponse, 2 doses seront nécessaires. Je pense qu'il faut plutôt se positionner en termes stratégiques si réellement on a pour autre solution pour vacciner le plus de personnes possible que de ne réaliser qu'une seule dose. La démonstration de l'efficacité de Johnson & Johnson dans ce contexte-là pourrait apporter une solution. Mais je pense qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre le Johnson & Johnson et l'AstraZeneca et le Sputnik à cet égard.
ou les vaccins RNA messagers. C'est basé d'une part sur la confirmation du côté délétère d'une infection par le SARS-CoV-2 pendant la grossesse, avec une augmentation des accouchements prématurés ou de fausses couches de l'ordre de 60%, ce qui est beaucoup, une mortalité maternelle beaucoup plus importante, et d'autre part des données rassurantes. Il y a à peu près 20 000 femmes à ce jour enceintes qui ont reçu les vaccins, que ce soit RNA messager ou AstraZeneca, avec aucun signal d'alarme pour le moment. Certes, beaucoup de ces bébés ne sont pas encore nés, mais il n'y a aucune donnée à la fois théorique et observationnelle suggérant que ces vaccins sont dangereux. Et donc l'un plus l'autre, ça fait qu'on recommande en effet de vacciner les femmes enceintes qui appartiennent aux catégories à risque, comme si elles n'étaient pas enceintes. Tout à fait. Et par ailleurs, les considérations concernant l'allaitement ou les périodes préconceptionnelles ne sont même plus considérées comme pertinentes.